8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Laboie. Absolument. Je dois vous rappeler les pronostics de Jacques Vautrin avant de poursuivre à Auteuil. Départ de la course dans un petit peu moins de 15 minutes, 9h15 ici, heure de Martinique. Alors Jacques Vautrin vous propose le 6, le 14, le 9, le 13, le 12, le 2, le 4, le 15 et en cas de non partant, le 5. 6, 14, 9, 13, 12, 2, 4, 15 et en cas de non partant, le 5 pour les pronostics de Jacques Vautrin et c'est à 9h15 précise, il n'est pas trop tard encore pour tenter votre chance. Notre invité dans le 9-10, tout simplement de Prenons l'air, aujourd'hui s'appelle Martine L'Heureux, elle est déjà avec nous depuis la maison. Madame L'Heureux, bonjour, bienvenue sur Martinique la première. Bonjour, merci beaucoup, bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, je vais super bien, merci. Ah, j'allais vous dire, j'avais un retour. Alors, j'ai un retour de chez vous. Il faudrait peut-être baisser un tout petit peu le retour sur le téléphone. Vous avez un côté retour parce que sinon j'ai un petit décalage, un petit écho qui se fait. Voilà, on va vous remettre en ligne tout de suite. C'est normal, on est en direct, on fait nos petits réglages. Voilà, vous êtes là, Madame L'Heureux ? Oui. Voilà, là, c'est bon, c'est mieux. C'est un peu mieux. On va faire comme ça. Vous êtes chercheuse, instructrice, formatrice agréée, animatrice de fresques du climat. On va en parler ensemble, évidemment, plus que notre thème dans Prenons l'air aujourd'hui, c'est comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, saisir l'urgence, agir par atténuation, résilience et adaptation. Est-ce bien ça ? C'est bien cela. Bon, donc vous nous parlerez de tout cela. Moi, j'ai eu pas mal de questions également à vous poser en ce qui concerne la fresque du climat, parce que je trouve ça très très bien. C'est vous qui avez eu cette initiative, au fait, de la fresque du climat ? Non, la fresque du climat, c'est national. D'accord. Et donc, j'étais très heureuse de la découvrir. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Restez avec nous, on va revenir dans moins de 2 minutes. Malaika, Wille Mongo, c'est ce que je vous propose. Et ensuite, on démarrera cette émission avec notre invitée, Martine L'Heureux, pour parler, je vous le rappelle, du réchauffement climatique pendant cette heure. Jolie, fragile, aussi cap en face, en tout ça, la nati, voyez Paris, il cap en face en la pluie, chaille soleil qu'on s'est en ennui, éclaire la ligne qu'a souffert racini, qu'arrive l'immédiat fait la changé, vin belle mango, m'en est doré. La peau comme ça qui a clairé, senti la chair qui en dit dans les pété. Ouais, you, c'est les manger. Senti ou senti, c'est les cissés. Mais c'est les râler. Beaucoup mimé au souhait, amitié, gay, choui. Joué. Ils a connaître ça qui misère, ils a connaître ça qui souffert. Ils a ouais bien trop tous les mangos à besoin prendre en mer. Ouvrez elle pour aller plus loin, bouler.
Malaika, Woolé, Mango, c'est Prenons l'air jusqu'à 11h. On est ensemble pour parler ce matin du réchauffement climatique avec Martine L'Heureux qui est avec nous et qui n'est malheureusement pas en direct dans nos studios, mais depuis chez elle avec les moyens qu'on a mis en place pour elle. Hein, Madame L'Heureux, ça va ça... Exactement, ça va, impeccable. Je vous entends beaucoup mieux. On a pu, avec Rodrigue Calixte, faire les derniers petits réglages pour ne pas avoir ce petit décalage. Et ça nous permet d'être bien synchro. Alors, vous êtes donc chercheuse, instructrice... vulgarisatrice plutôt. Vulgarisatrice, d'accord. Oui. Instructrice, formatrice et animatrice Fresque du climat. Alors, expliquez-nous d'abord ce qu'est Fresque du climat. Alors, la Fresque du climat, c'est un atelier c'est un atelier ludique, participatif, scientifique, qui permet de comprendre en quelques heures, en 3 heures exactement, les causes et conséquences du dérèglement climatique. En fait, il a été inventé par Cédric Riggenbach. Au départ, vous savez, il a imprimé des pages du rapport du GIEC, qui est le rapport scientifique qui fait foi. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce que c'est que le rapport du GIEC? Alors, justement, j'allais vous poser la question. Je vous laissais terminer. C'est le groupement d'experts intergouvernementaux qui, sur l'évolution du climat. Et en fait, ils sortent des rapports qui font foi sur la science. Et ces rapports font foi parce qu'en fait, ils réunissent dans ces rapports, par exemple pour le dernier, plus de 14 000 publications sur la thématique du climat, plus de 78 000 commentaires de par le monde. Et ils font un tour de validation des États qui font qu'il n'y a pas plus grand consensus au monde scientifique que ces rapports. Donc en fait, lorsqu'on veut parler du climat, on doit absolument se baser sur ces rapports qui nous disent l'état de la science. Et c'est le cas de la Fresque du climat, qui est un atelier ludique, qui est ouvert à tous et qui permet de comprendre très facilement les enjeux par une partie scientifique d'abord, ensuite une partie créative et ensuite l'ouverture d'un débat. Donc ce débat se mène selon les publics, puisque c'est vraiment un atelier qui s'adresse tant aux citoyens, mais aussi aux entreprises, aux collectivités et bien sûr à nos élus. Ce qui est important là aussi. Oui, c'est clair. Alors, vous dites, Madame L'Heureux, pour agir, il faut savoir. Or, trop peu de personnes saisissent les données scientifiques et peuvent comprendre le dérèglement climatique. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour agir, il faut comprendre ce sur quoi on agit. Et il faut comprendre le phénomène. Qu'est-ce qui se passe au fond Qu'est-ce qui se passe sur notre tête? Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? Alors, si vous me laissez 5 minutes, je peux vous le résumer en 5 petites minutes. On a 1 heure ensemble, Madame L'Heureux. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Allez-y, expliquez-nous. Eh bien, écoutez, d'abord, je vais vous parler de l'effet de serre, parce que c'est la base, en fait, pour bien comprendre cela. Alors, je vais vous donner une explication réelle et ensuite une image. Donc, une explication réelle, en fait, l'effet de serre, c'est ce qu'il y a dans notre atmosphère qui nous permet, en fait, de ne pas avoir une Terre toute glacée. C'est-à-dire, sans l'effet de serre, on aurait une Terre toute glacée qui serait à moins 18 degrés. Et avec l'effet de serre naturel, donc, on a un phénomène qui nous permet la vie. En fait, l'effet de serre, vous savez, le soleil, quand il rayonne, il envoie ses rayons vers la Terre. D'accord ? Une partie de ces rayons frappe sur les surfaces blanches, comme la neige, et repart vers l'atmosphère. Cette partie ne pose aucun problème. Une autre partie est absorbée par notre Terre, et elle rayonne à son tour. Et en fait, en rayonnant à son tour, du coup, elle renvoie donc des rayons infrarouges. Et ces rayons infrarouges sont bloqués par les gaz à effet de serre. Et du coup, ces gaz à effet de serre renvoient cette chaleur, cette énergie dégagée sur notre Terre. Dans un niveau optimum, dans un équilibre optimum, notre Terre fonctionne très bien. Sauf que là, de par les activités humaines, nous en mettons de plus en plus et bien ça fait que cela se réchauffe. Donc là, maintenant, je vais entrer dans le détail de qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en met de plus en plus de cet effet de serre. Mais en fait, c'est tout simplement en déroulant nos activités humaines au quotidien. Par exemple, par ce qu'on fait par l'industrie, ce que l'on fabrique, ce que l'on va transformer, ce que l'on va consommer, par le transport, la manière dont on va se déplacer pour aller au travail, pour aller à l'école, pour faire nos week-ends, nos vacances, par l'usage des bâtiments,
Donc, l'usage des bâtiments, vous savez, quand on va allumer la climatisation, par exemple, ou quand on va allumer le chauffage, et par l'agriculture. Tout cela, toutes nos activités, on utilise tout le temps pour le faire au quotidien, à chaque seconde, des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. D'accord ? Et en fait, on utilise ces énergies fossiles, quand on les utilise, en fait, on les brûle. Et du coup, en les brûlant, on dégage un gaz qui s'appelle le CO2 ou le dioxyde de carbone, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Oui. Et c'est ce gaz qui est un très fort gaz à effet de serre, donc, et qu'il y a le plus dans l'atmosphère. Alors, lorsqu'on envoie ce CO2 dans l'atmosphère, il est absorbé très naturellement, pour partie, par notre végétation et aussi par nos océans. Donc, pour un quart par notre végétation et pour un quart par nos océans. Et le reste, l'autre moitié, reste dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que plus on en émet, donc plus on réalise nos activités, plus on brûle de l'énergie fossile, plus on émet du gaz carbonique et plus il s'en retrouve dans l'atmosphère. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand il y en a de plus en plus, eh bien, en dessous, ça chauffe de plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on a de l'énergie que l'on retient et que l'on renvoie sur Terre. Vous savez, si vous mettez de l'énergie sous une casserole d'eau, elle va chauffer. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Eh bien là, c'est ce qui se passe, en fait. Quand on met de l'énergie en quelque part, il faut qu'elle agisse et qu'elle vienne transformer les choses. Et du coup, là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va venir être absorbée en très, très grande partie, à 91% par nos océans. À 5%, elle va être absorbée par nos océans et donc venir faire chauffer la température, faire monter la température de nos océans. Elle va être absorbée à 5% par le sol. Elle va être absorbée à 3% par la fonte des glaces, par la glace en fait. C'est-à-dire que cette énergie est captée par la glace et donc ça va venir faire fondre toutes les glaces. Et à 1% seulement, rendez-vous compte, 1% seulement qui correspond à notre propre ressenti du dérèglement climatique, eh bien, elle va venir augmenter la température de l'air. Eh ben, ça nous met déjà dans le... Ça nous met dans le thème de cette émission, hein, franchement. Et qu'est-ce qu'on a pu observer ? Alors, on nous dit, par exemple, Madame L'Heureux, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer quelque chose, voilà, c'est Barbart qui nous dit que on parlait du GIEC tout à l'heure, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui regroupe actuellement 195 pays, hein, c'est ce que vous avez dit. La dernière chose est parue le 9 août dernier, c'est ça ? Exactement. Ah ben, exactement. On a les auditeurs bien informés, c'est très bien. Oui, bravo. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On va revenir, on va parler évidemment de ce que vous faites exactement au niveau des écoles, au niveau des particuliers aussi. Je voudrais qu'on parle très très vite Excellensis Partenaires. Voilà, ça c'est qui est Excellensis Partenaires exactement? Donc en fait, c'est mon entreprise par laquelle je fais justement de la sensibilisation climat et autres limites planétaires envers les entreprises et les collectivités pour justement amener à une prise de conscience différente et une prise en compte dans la stratégie bas carbone, stratégie du vivant, et puis ça passe aussi par des évaluations et des réalisations de bilan carbone. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On explique aux personnes très concrètement en quoi le dérèglement climatique va affecter la vie quotidienne de leur entreprise, en quoi le dérèglement climatique doit être pris en compte dans chaque décision que l'on prend, que l'on soit à la tête d'une entreprise ou d'une collectivité ou en termes à la présidence d'une collectivité, en quoi qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans nos gestes et qu'est-ce que au quotidien en fait quand un élu par exemple prend des décisions ou quand une entreprise fait quelque chose ou quand un citoyen agit, on participe soit à l'aggravation, soit à l'atténuation. C'est-à-dire que soit, on participe à mettre de plus en plus de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'air, soit on participe à les atténuer par une vie plus sobre ou par des décisions politiques très fortes qui font que, on a moins besoin d'énergie fossile. Et ça, c'est des choses en fait, et vous savez, ça c'est le constat. Ensuite, il faut leur montrer
comment ça impacte l'économie mondiale. Comment, par exemple, je vais vous prendre un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Il y a très peu de typhons qui ont touché Taïwan depuis quelque temps. D'accord ? Donc Taïwan est en ce qu'on appelle en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont pas assez d'eau. Taïwan, c'est le premier producteur mondial de puces électroniques. D'accord ? Les puces électroniques, on en utilise dans tous les appareils électroniques, dans les véhicules électroniques, partout. À cause de ça, ils ont dû donc baisser leur production de puces électroniques. D'accord ? Ça fait que, surtout en pleine période de Covid et en pleine période d'État où chacun veut faire des véhicules électriques pour faire de la transition énergétique, tout le monde veut des puces électroniques en face. Et à côté, imaginez-vous à la tête de Taïwan. Je vais simplifier les choses. Est-ce que j'ai un petit peu d'eau ? Qu'est-ce que j'en fais de mon petit peu d'eau ? Est-ce que je la donne à mon industrie, mes puces électroniques ? Est-ce que je la donne à mes agriculteurs pour qu'ils plantent et qu'ils nourrissent ma population ? Est-ce que je la donne à mes écoles ? Est-ce que je la donne à mes foyers ? Vous voyez ? Et ça aura une répercussion non seulement sur la vie à Taïwan, mais aussi sur la vie de l'ensemble des personnes et des entreprises, notamment qui vivent d'un appareil où on a tous un ordinateur, hein, donc ça impacte tout le monde au final. Et déjà, par exemple, on a vu, pour la petite anecdote, des constructeurs de véhicules qui se sont dit, finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'ouvrir ma vitre avec un interrupteur, vous savez, un truc électronique, peut-être que la manivelle, ça suffirait. Et ils ont remplacé par la manivelle. Ceci dit, c'était comme ça il y a encore une trentaine d'années. Hein. Exactement. Et on s'en portait pas mal. Hein. On arrivait à ouvrir la vitre aussi. Exactement. Mais vous voyez, voilà une des conséquences. Parce que là, si vous voulez, je vous ai expliqué le phénomène systémique scientifique du climat. Je ne vous ai pas encore donné l'ensemble des conséquences. Mais voilà une des conséquences qui, à un moment donné, a touché des personnes très loin de nous et pourtant qui, en cascade, va très vite arriver dans l'économie mondiale. Donc, en fait, l'économie mondiale, on voit qu'elle est extrêmement vulnérable à tous ces événements qui arrivent, et je pourrais vous prendre plein d'autres exemples pour le montrer, mais ce qu'on montre en entreprise et quand on fresque en collectivité et pour des banques également, parce que les banques sont importantes, c'est un positionnement important, ils sont des décisionnaires importants. Il faut leur montrer que, si on ne réduit pas tous nos gaz à effet de serre, on va vers un monde qui deviendrait invivable. C'est ce que nous dit le rapport du GIEC dont le dernier rapport a parlé tout à l'heure. Le dernier rapport qui date du mois d'août, 9 août exactement. Voilà. Ne bougez pas, restez avec nous, Madame Leroux. On va revenir dans moins d'une petite minute. On va faire une toute petite pause et on revient ensemble pour mieux comprendre justement les causes et conséquences du dérèglement climatique, saisir l'urgence, agir par atténuation, résilience et adaptation. Musique, info, invité, 18h, 21h, piste de nuit. Ça remonte. Bon, Madame Martine Leroux, vous êtes avec nous. Évidemment, on parle de la fresque du climat, comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, saisir l'urgence, agir par atténuation, résilience et adaptation. Et donc, on le disait à l'instant, l'importance de rendre plus accessibles justement les fondamentaux scientifiques du changement climatique via des ateliers fresques du climat. Vous avez, je crois aussi, j'en suis même sûr, assisté et participé également à un débat, c'était jeudi matin, sur le réchauffement climatique. Oui, assisté, oui. D'accord. C'était le C3F, la restitution des travaux du C3F. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti exactement ? Moi, j'ai suivi un tout petit peu. Alors, déjà, c'est vraiment très, très intéressant parce que du coup, donc c'est des travaux menés par la Guadeloupe et par Montpellier. Ouais. Et c'était vraiment très intéressant parce que c'était zoomé sur notre zone. Sur la Guadeloupe en particulier, mais aussi interprétable sur la Martinique et sur la Caraïbe. Et quand même, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même très peu de choses en français qui sont sur notre zone. Et ça, donc, c'était vraiment un très bon moment.
Donc, en fait, ils ont bien sûr appuyé tout ce que dit le rapport du GIEC, mais je peux vous dire, effectivement, ils ont appuyé sur les conséquences donc sur nos zones. Alors, les conséquences sur nos zones, bien, c'est déjà un réchauffement climatique avéré sur nos zones. Mhm. Donc, les impacts du réchauffement climatique, on en voit déjà, comme dans beaucoup de zones d'ailleurs dans le monde. Donc, ce à quoi on devra s'attendre, c'est ils ont insisté sur le fait que à partir de 2040, on aurait un réchauffement climatique qui va certainement s'accélérer. D'accord ? Alors, par quoi ça va se traduire ? Par des sécheresses, donc de plus en plus de sécheresses et des phénomènes plus longs, sur de la sécheresse plus forte et des phénomènes plus longs, c'est-à-dire avec des températures plus élevées. Donc, globalement, la température augmente. Les plus basses températures augmentent et les plus hautes températures augmentent. Vous comprenez ? Oui. Ensuite, par des épisodes extrêmement pluvieux, c'est-à-dire à pluviométrie très très dense. Et ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2 ans, on voit déjà ça. Exactement, Sur, même la chaleur aussi. Oui. Exactement, Fois, tout à fait. Même la chaleur, exactement. Donc des épisodes beaucoup plus denses. Et là, vous savez, le problème avec les épisodes plus denses, c'est que nos infrastructures ne sont pas calculées pour supporter ces épisodes plus denses, en fait. Elles ont été calculées pour un certain niveau de pluie. Mais quand il y en a trop, quand il y a trop d'eau qui dévale d'un coup, la terre à la fois se gorge de beaucoup d'eau, le poids sur les infrastructures, et tout ça fait que ça finit par lâcher. Et donc ils ont signalé ça, des cyclones donc majeurs, de plus en plus de cyclones majeurs, et des cyclones qui se renforcent de plus en plus rapidement, et ça aussi on le voit. Par exemple, Sam, qui par bonheur ne nous a pas touchés, s'est renforcé très très rapidement, mais le cyclone Dorian, qui s'est abattu sur les Bahamas il y a 2 ans, s'est renforcé aussi très très rapidement, et le cyclone Ida, qui est passé en tempête sur nous et qui est passé en cyclone sur les États-Unis, pareil, c'était des renforcements extrêmement rapides. Une montée des eaux, bien sûr, temps régulière, mais à un moment donné, une montée des eaux plus forte liée à la houle cyclonique, ce qu'ils appellent en fait les ondes infragravitaires. Donc en fait, plus il y a pendant ces épisodes-là, la montée des eaux prévue pourrait être beaucoup plus importante. Et tout ça, en fait, crée, du coup, cette montée des eaux et cette sécheresse crée une fragilisation de nos nappes phréatiques. Nos nappes phréatiques, c'est les réservoirs dans lesquels on a de l'eau, en fait. Qui se vident d'ailleurs de plus en plus. Exactement. Donc, une baisse de nos nappes phréatiques et aussi un risque de salinisation, c'est-à-dire qu'elles deviennent salées. Vous savez, quand l'eau de mer rencontre l'eau douce, eh bien, c'est l'eau de mer qui gagne, puis-je dire, parce qu'elle salinise tout. Et donc, quand l'eau de mer rentre, par exemple, dans des endroits sur des cultures ou sur des nappes phréatiques, eh bien, c'est très compliqué après de redémarrer quelque chose sur les sols parce qu'ils sont complètement salinisés et c'est beaucoup plus complexe. Et ils ont également souligné, et ça, je pense qu'il faut le mettre au cœur aussi, l'importance de la mangrove et de la protection qu'elle nous procure face à tous ces événements-là, et notamment la montée des eaux. Il y a entre une mangrove en bonne santé et une mangrove dégradée, il y a entre 15 et 20%, il me semble, je ne sais pas si j'ai bien retenu le chiffre, de différence de protection, ce qui est énorme. La mangrove, c'est un atout puissant qu'on a dans les Caraïbes, et il faut vraiment qu'on la protège, qu'on la sacralise. Voilà à peu près les principales conclusions. Il y en a eu plein d'autres, mais voilà. Comme quoi, on nous dit, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on en parlait déjà il y a 30 ans, mais peut-être qu'il y a 30 ans, on ne le voyait pas vraiment. Aujourd'hui, on le voit, le changement climatique, et partout dans le monde d'ailleurs. Exactement. Exactement. Mais oui, allez-y. En fait, je peux vous expliquer pour qu'on le voit. Parce qu'en fait, c'est peut-être le bon moment de se lancer dans cette explication-là. Vous savez, tout ce que je vous ai dit, l'impact scientifique que je vous ai donné, en fait, donc de cette énergie
qui reste sur Terre et qui vient transformer en réchauffant l'eau, réchauffant l'air, faisant fondre les glaces et réchauffant le sol. Tout ça, ça a des impacts sur nos effets météorologiques extrêmes. Et en fait, ça a deux impacts importants. Le premier, c'est que lorsque l'on augmente la température de l'air et lorsqu'on augmente la température de l'eau, on vient modifier, perturber le cycle de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est un cycle. Alors ça, il faut le répéter parce que des fois, les personnes l'oublient. Mais l'eau, elle tombe de notre ciel à nous, mais on en a pour une durée, enfin, on en a une quantité donnée. Et elle tourne. Elle tourne des océans vers les nuages qui redescendent en pluie ou en neige et retournent vers l'océan. D'accord ? C'est un cycle. C'est pour ça qu'on dit le cycle de l'eau. Et en fait, on a perturbé ce cycle de l'eau parce que comme il fait plus chaud, donc il y a de plus en plus d'évaporation au niveau de l'océan, l'atmosphère, elle se charge de plus en plus en eau. Et donc, et c'est pour ça que quand les pluies vont tomber, elles vont tomber de manière plus dense, plus drue. Et parallèlement, alors ça peut être dans la zone à côté ou dans la même zone, on peut connaître des sécheresses de plus en plus fortes à cause de cela. Et c'est vraiment important à comprendre que c'est une conséquence de ce phénomène scientifique. Voilà, le dérèglement du cycle de l'eau et du coup des pluies intenses, des crues, des canicules, des sécheresses et des canicules. Et tout ça, ça se transforme aussi en incendie à un moment donné. Et également, donc tout à l'heure, j'ai parlé de la montée des eaux. Vous savez quelque chose ? Le rapport du GIEC, le dernier, donc ce rapport scientifique qui fait foi, nous dit la montée des eaux, et notamment des océans. Donc les océans, ils montent par deux choses. Premièrement, parce que l'eau se réchauffe, et donc elle se dilate. Ça, c'est un phénomène physique, en fait. Quand vous pouvez le constater quand vous mettez à chauffer de l'eau, elle augmente de volume. Voilà, donc de manière physique, elle augmente de volume. Et par la fonte des glaces. Et ça, en fait, ce sont des phénomènes qu'on a enclenchés pour des centaines, voire des milliers d'années. Ils ne sont plus réversibles là, à cet horizon-là. C'est ce que nous souligne le rapport du GIEC, et ça, c'est vraiment une conclusion très importante sur laquelle il faut qu'on réfléchisse tous collectivement. Parce que là, ce sont des choses qui sont enclenchées pour ça, quoi. Et donc, voilà, donc cette eau qui monte, ce cycle qui est perturbé, ces phénomènes météo de plus en plus extrêmes, eh bien, ils ont deux impacts très forts. Le premier, c'est sur nos ressources en eau douce. L'eau douce, c'est l'eau que l'on peut boire. C'est l'eau grâce à laquelle on vit, grâce à laquelle toute la biodiversité vit et nos rendements agricoles. Nos rendements agricoles, ils ont besoin à la fois d'eau douce, mais ils ont aussi besoin d'un climat, d'une certaine stabilité de climat, de pluie, etc. Voilà, de biodiversité aussi qui les aide à pousser. Ils ont besoin de ne pas avoir trop d'incendies. Voilà, ils seront très fortement perturbés par tous ces phénomènes. Et donc, on aura moins à boire, moins à manger sur la planète. Moins à boire, moins à manger. Et ça, malheureusement, ça entraîne vers une sorte de carré infernal entre famine, santé humaine, réfugiés climatiques et guerre. Waouh. Je savais qu'on allait apprendre des choses, mais là, Bon, Martine, vous êtes notre invitée aujourd'hui. On parle du réchauffement climatique. On a cité pas mal d'exemples. On a parlé de la Martinique, on a parlé des Antilles aussi. Une chose est sûre, ce sont des choses que l'on remarque, que l'on voit aujourd'hui. Plus chaud, des pluies plus fortes, le sol qui n'a pas le temps de se gorger d'eau, donc glissement de terrain. Enfin bon, tout ça, on pourrait aussi y revenir. On faudrait presque faire une deuxième émission ensemble. Mais je voudrais que l'on parle également de vos ateliers, parce que ça a justement une importance également. Ça s'appelle les fresques du climat. Les fresques du climat, c'est justement un atelier scientifique sur le réchauffement climatique, un atelier pédagogique, collaboratif, accessible à tous, j'ai envie de dire. Et en général, ces ateliers que vous proposez durent 3 heures. C'est ça ? Ils sont basés sur l'intelligence collective, si j'ai bien noté, si j'ai bien tout compris.
C'est exactement ça. Hein, il y a plusieurs étapes. L'intelligence collective, oui, vas-y, allez-y. Il y a plusieurs étapes. Il y a la réflexion, on a la créativité, la discussion également. Et maintenant, on va développer donc cette fresque du climat. Alors en fait, j'adore cette fresque du climat parce qu'elle est magique. Vous mettez autour d'une table, virtuelle ou réelle, 5-6 personnes, enfin 7 personnes par exemple, et vous mettez donc le jeu de cartes de la fresque du climat et un animateur. Vous commencez en fait en mettant 7 cartes sur la table, donc c'est le premier lot. Alors, ce qu'il faut juste rappeler, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'il faut juste rappeler dans ces 42 cartes, c'est 42 cartes du rapport du GIEC, justement. Exactement. Voilà. Exactement. Merci de le rappeler. Oui, c'est 42 cartes. On le dit scientifiques parce qu'exactement, elles sont issues et basées. Toutes les données dans ces cartes sont scientifiques et sont basées sur le rapport du GIEC, exactement. C'est ce qu'on vient de dire, en fait, c'est pour ça que c'est important. Oui, exactement. C'est ce qui en fait la solidité et c'est ce qui fait que les personnes qui réfléchissent à un moment donné, elles vont tout de suite réfléchir sur, non pas est-ce que c'est vrai tout ça, non, elles vont réfléchir sur qu'est-ce qui se passe. Et elles vont le faire ensemble. Elles vont avoir des cartes avec des fois des textes indicatifs. Et elles vont essayer, vous savez, tout ce que je vous ai raconté en 5 minutes là, eh bien elles vont essayer de l'ordonner, de le séquencer, en essayant de faire une sorte de frise. Alors d'abord, ça va partir en ligne horizontale, et puis après, le climat, c'est quelque chose de systémique. Donc très vite, on va avoir des effets en colonne, et puis à la fin, on va avoir des effets un peu partout. Mais par leur discussion, elles vont essayer de chercher ce qui est la cause et ce qui sont les conséquences. Ce qui amène à, ah oui, cette carte, tiens, c'est certainement à cause de ça. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène tel effet, tel effet. Et en y réfléchissant ensemble, en se trompant parfois, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est justement, c'est ce qui est intéressant dans la fresque du climat. Il y a beaucoup de bienveillance dans cet atelier. Et l'erreur nous permet justement d'apprendre et de grandir sur le sujet. Et le constat scientifique étant le rappel sur les cartes. Donc voilà, ça donne la caution scientifique par rapport à tout ça. Et très vite, les personnes alignent donc en 5 lots, alignent tous les constats scientifiques. Et puis les 3 premiers lots sont basés sur la systémique du climat. Et les 2 derniers lots, c'est plus les conséquences effets météorologiques extrêmes et les conséquences sur le vivant, avec le carré final dont je viens de vous parler. Et voilà, ce jeu est vraiment magique et on ne remerciera jamais assez Cédric Riggenbach qui en est le créateur, l'auteur et le président de la fresque du climat d'avoir eu l'idée de créer ça. Parce que cette manière de passer l'information, cette manière de faire réfléchir les gens ensemble et ces étapes, le découpage de ces étapes, vous savez, la première scientifique, la deuxième plus créative parce que il y a des gens qui sont plus créatifs que scientifiques. Et donc, ça leur permet de faire fonctionner l'autre partie de notre cerveau. Et du coup, par des flèches, des dessins, repasser en fait, déambuler avec cette fresque, écrire, dessiner, ça leur permet un ancrage différent que l'ancrage scientifique. Et on a tous besoin de ces deux parties-là, quoi. La caution scientifique et puis, mais aussi la créativité pour vraiment commencer aussi à poser nos émotions parce que par contre c'est quelque chose, c'est un atelier qui prend parce que même les personnes les plus au fait du sujet auront très rarement vu les choses sous cette globalité-là. Et voilà, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent de manière très poussée dans tel ou tel domaine, mais l'ensemble du phénomène, quoi, le voir comme ça fait toujours quelque chose. Je l'ai joué à des gens du CEREMA, je l'ai joué à des gens du ministère de la transition écologique, voilà quoi, je l'ai joué à des personnes très averties et puis des personnes un peu moins, mais ou beaucoup moins, et à chaque fois quand même l'effet est très prenant. Et oui. Donc le débat. Le débat est très important. La 3e étape est très importante. Oui, la discussion, effectivement, le débrief, sur les connaissances, avec le tour de parole, la discussion, les solutions aussi individuelles et collectives. Alors,
Je n'aime pas trop le mot solution. Ah. Je vais vous dire pourquoi. Je n'aime pas trop ce mot-là. Je vais reprendre le rapport du GIEC auquel j'aime bien me référer, qui parle, lui, qu'est-ce qu'on peut, quand on arrive au constat, eh bien oui, on se pose tous la question, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses, on peut agir plein de choses qui vont pouvoir agir sur 2 thématiques. L'adaptation, c'est-à-dire, eh ben, le monde va changer est en train de changer à cause justement de ce déséquilibre climatique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour s'y adapter? Comment est-ce qu'on s'y adapte? Et l'atténuation. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas aggraver les choses, pour arrêter d'aggraver les choses et collectivement faire en sorte de gérer l'inévitable et éviter l'ingérable? Comment est-ce qu'on fait pour agir? Alors, ce sont on peut ramener, si vous voulez, je préfère le mot d'action, des pistes d'action. Il y a plein de choses que l'on peut faire ou que l'on peut arrêter de faire ou que l'on peut faire autrement. Et ça, vous savez, en termes de climat, il y a une difficulté assez importante. La première, c'est celle de comprendre le phénomène, ça on en a parlé, mais aussi de comprendre les ordres de grandeur des actions. Et en fait, de les adapter à l'esprit humain. Et la deuxième, c'est que pour agir, en fait, les actions les plus significatives et les plus fortes sont celles où on arrête d'agir. Je vais prendre un exemple tout simple, d'accord? Comme ça va imager ce que je dis. J'ai une voiture au diesel. Ok, je fais par exemple, je sais pas, alors moi je fais très peu de kilomètres, mais je prends un exemple, je fais 100 000 kilomètres dans l'année. D'accord? Si je veux agir sur ce poste qui est très très important et très très important, notamment en Martinique et en Guadeloupe, pour chaque citoyen, si je veux agir sur ça et dire, moi je décide d'être plus sobre dans ma vie et donc ma première action, c'est par mon véhicule. Je regarde quel trajet je fais, d'accord? Et dans les trajets que je fais, je peux regarder d'abord quel trajet je ne vais plus faire. Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, je vais là tel jour, est-ce que c'est vraiment utile que tous les jours j'aille à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a des choses que je peux arrêter de faire? Alors, je pense qu'on arrive toujours à en trouver une ou deux. D'accord? Ensuite, on peut se poser une autre question. Donc, il nous reste quand même pas mal de trajets. Sur les trajets qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on peut faire moins? Par exemple, je vais faire des courses toutes les semaines. Est-ce que je pourrais faire des courses toutes les 2 semaines? D'accord? Donc, je modifie un acte de ma vie qui va modifier, en fait, le fait que je prenne ma voiture 2 fois par semaine ou à chaque fois que j'ai envie, il me manque un truc, boum, je prends ma voiture et je vais faire des courses. D'accord? Est-ce que ça, je peux le faire moins? C'est-à-dire que je n'enlève pas le fait de faire des courses, mais je me dis, tiens, je vais les faire toutes les 2 semaines, tous les mois. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai regardé ce que je peux faire moins, je peux me demander, est-ce que je peux faire les choses autrement? Et vous savez, quand même, là, c'est là qu'interviennent beaucoup aussi les solutions politiques. Par exemple, je dois aller à mon travail. Qu'est-ce que j'ai comme solution pour aller à mon travail? Est-ce que je n'ai que la solution de ma voiture individuelle? Est-ce que je peux covoiturer? Donc, prendre de mes collègues et aller avec eux. Et là, l'entreprise ou la collectivité a toute son importance parce qu'elle peut agir favorablement pour permettre ce covoiturage. Est-ce que je peux prendre les transports en commun? Et là, c'est vraiment un problème qu'on connaît bien, nous, et où nos politiques doivent s'en saisir. Parce que pour prendre nos transports en commun, ça veut dire qu'ils fonctionnent bien. S'il y a un bus toutes les 1h30 ou un TCSP toutes les heures, ça ne va pas inciter. S'il y en a un toutes les 10 minutes, là, peut-être que ça peut modifier et entraîner certaines personnes à le faire. Vous voyez, simplifier les choses pour le faire. Est-ce que je peux prendre un vélo? Alors, est-ce que je peux prendre un vélo ici sans dire je mets ma vie en danger? Est-ce que ici, on a étudié en fait la mobilité sur les routes pour permettre aux vélos de passer et aux piétons de passer? Eh bien, vous voyez là encore une fois l'importance de la prise de conscience des collectivités et des politiques sur l'urgence d'agir et l'urgence de mettre ça, qui n'est certainement pas à l'ordre du jour principal de leur mandat. Vous voyez? Je ne sais pas. Mais par contre, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire, en tous les cas, pour l'instant,
Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce moyen. Ce moyen-là, par exemple, n'est pas offert. Il n'y a pas de pistes cyclables qui nous disent, tiens, on pourrait utiliser ce moyen-là comme moyen de transport pour ne pas utiliser, pour ne moins s'émettre de gaz à effet de serre. Est-ce que je peux faire à pied? C'est pareil. Pour le faire à pied, il faut qu'il y ait des trottoirs. Il faut que, les choses soient bien organisées et pas organisées que pour la voiture. Donc voilà tout un exemple. Et enfin, sur ce qui me reste. Sur les trajets qui me restent, puisqu'au départ, vous vous souvenez, on est parti de je prends ma voiture. C'est ça, oui. Sur les trajets qui me restent à faire avec ma voiture. Voilà, ma voiture, elle arrive en fin de vie, je dois la changer. Là, je peux calculer quel est le meilleur véhicule pour moi, comment je dimensionne mon achat, vers quoi je me penche. Et c'est là qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres solutions alternatives. On voit dans certains pays, par exemple, émerger des locations de véhicules dans des lotissements, dans vous voyez, dans des zones très très proches en fait, pour qu'un véhicule puisse servir à un nombre de citoyens assez restreint, et afin que justement ils puissent effectuer leur dernier, ce qu'il leur reste à faire en voyage en voiture, sans avoir le poids d'une voiture à acheter. Et tout ça, c'est ce qui sort en général de la fresque du climat en discussion. C'est ce que vous avez remarqué. Alors en fait, ça c'est un exemple. Oui, principalement, en fait, les gens en débat de la fresque du climat, ils vont agir sur leur alimentation. D'accord. Là, c'est une chose qui est très forte parce que on n'a pas parlé de l'agriculture. Mais en fait, de manière mondiale, 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. D'accord? C'est-à-dire qu'à 80%, on déforeste pour l'agriculture. Est-ce que vous savez pourquoi? On va le savoir dans un instant, Madame Lheureux, parce que ça m'intéresse vivement. Madame Lheureux qui est, je le rappelle, instructrice, formatrice agréée, animatrice fresque du climat, justement, Excellensis partenaire. Elle est avec nous jusqu'à 11h pour nous parler du réchauffement climatique. On a déjà appris pas mal de choses. Ne bougez pas, on revient dans un instant. La première. 8h, 11h. Pascal Labroie sur La Première. Et Martine Lheureux, qui est notre invitée aujourd'hui dans Prenons l'air. Jusqu'à 11h, on parle du réchauffement climatique. Et Madame Lheureux, on en était resté justement sur l'agriculture, vous nous disiez. Oui, alors je disais que 80% de la déforestation, donc c'est quand on coupe les forêts, quand on brûle les forêts, 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. Est-ce que vous savez pour planter quoi? Vous avez une idée? Non, je sais pas. Alors, principalement, en fait, pour l'élevage. Et principalement pour la viande. Et en fait, il faut savoir que l'agriculture, d'un autre côté, c'est une activité qui dégage d'autres gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre comme le méthane, donc qui est dégagé notamment par le rot et les proutes des vaches. Ouais. Les bousses de vache, on dit, la bouse de vache qui fait le méthane, oui, tout à fait. Exactement. Et en fait, le protoxyde d'azote aussi, c'est un mot. C'est quand on épand les engrais, il se dégage ce gaz qui est un fort gaz à effet de serre. Et vous savez pourquoi on dit qu'ils sont forts? C'est parce qu'ils ont un pouvoir réchauffant global plus important que le CO2. On compare toujours les gaz au CO2. Le méthane, par exemple, c'est 28 fois plus fort que le CO2. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus fort que le CO2. Donc vous voyez, l'agriculture a deux fortes participations. Une participation dans l'agriculture, et plutôt l'agriculture industrielle, a deux fortes participations, donc celle-là, aux autres gaz à effet de serre, et une du coup liée à la déforestation. Et la déforestation, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en fait, quand on déforeste, la plupart du temps, on brûle les forêts. Dans le monde, je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner. Dans le monde, sur tout le bois qui est coupé, il est à 93% brûlé. Seulement 7% du bois sert à quelque chose de durable, comme nos constructions, etc. 7%. Vous
Vous vous rendez compte? Et Tout le reste est brûlé, alors reste soit est- brûlé directement, Mhm. soit par du papier qui sera brûlé dans l'année, quoi. Ah oui, d'accord. Mhm, mhm. Vous Ah oui, voyez? c'est Donc, impressionnant. et en fait, oui, c'est impressionnant. Et vous savez, quand on brûle un arbre, vous savez ce qui se passe? Un arbre, on a vu, ça absorbe le CO2. Eh bien, quand on le brûle, en quelques secondes, il relargue immédiatement tout le CO2 qu'il a pu absorber dans sa vie. Immédiatement. Et donc, ça vient augmenter tout ce CO2 qui est déjà dans notre atmosphère. Eh bien, l'augmente encore plus pour ça. Je pense que vous avez déjà entendu que pour agir sur le climat, il faudrait peut-être avoir un régime moins scarné ou végétarien ou un jour sans viande, etc. Eh bien, l'explication scientifique est là. L'agriculture est pour cette agriculture et pour l'élevage très particulièrement, on déforeste. Et quand on brûle les forêts, eh bien, tout le CO2 repart dans l'air. Et cette manière, en fait, cette agriculture dégage beaucoup de gaz à effet de serre qui ont un effet réchauffant très puissant. Mhm. Alors, on nous parle aussi sur les réseaux sociaux de surconsommation. Est-ce que ça aussi, c'est... Ah oui, c'est sûr oui. que quand vous savez, je vous ai parlé de la case de départ, hein, et d'ailleurs, le GIEC emploie maintenant le terme de unequivocal, incontestable, relié à le réchauffement climatique est relié de manière incontestable à nos activités humaines. Et bien sûr, quand on voit que c'est l'agriculture, que c'est l'industrie, que c'est le transport, ben, plus on surconsomme, vos auditeurs ont parfaitement raison, c'est ce qui entraîne, plus on surconsomme et plus on surproduit, plus on surtransforme. Alors, j'aime bien dire les trois, parce que je n'aime pas mettre le poids uniquement sur le consommateur. Il faut des industries qui produisent, et plus elles produiront, plus il y aura des choses sur le marché. Il faut des entreprises qui transforment, et plus elles transformeront, plus il y aura des choses sur le marché. Et il faut des consommateurs qui consomment, et plus ils consommeront, eh bien plus tout cela sera entretenu. Et nos politiques doivent également agir pour réglementer tout ça. Et ce qu'on voit effectivement, c'est ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Si on veut atténuer, il faut un monde plus sobre. Les plus sobres, en réalité, c'est un mot qui est très beau, mais je trouve qu'il ne veut pas dire grand-chose. Être plus sobre, c'est moins se consommer. Être plus sobre, c'est avoir moins d'impact, c'est utiliser moins d'énergie fossile. C'est ça en fait. C'est tout ce que je vous ai décrit dans le fonctionnement de la voiture, ne plus, moins, etc. Tout ça participe à être plus sobre. Mais ça se tient, comme il dit, la surconsommation, c'est important parce que si, je sais pas moi, si je veux acheter la dernière chose, à chaque fois qu'il me manque quelque chose, si je prends ma voiture pour aller l'acheter, eh bien, à chaque fois, j'entre dans un cycle de consommation de carbone. Par contre, si j'ai une consommation plus sobre, plus respectueuse du vivant, à ce moment-là, eh bien, je peux agir clairement. Pour connaître sa consommation, vous savez, on peut la calculer. On peut la calculer de manière citoyenne par les calculateurs de carbone, en fait. L'ADEME en propose un qui s'appelle par exemple nos gestes climat. Puis il y a aussi des jeux comme l'atelier 2 tonnes ou MyCO2, des jeux qui nous permettent en fait de prendre conscience à quel point nos actes quotidiens impactent ce CO2. Voilà, où on en est en fait, dans notre vie, où on en est de notre bilan de gaz à émission de gaz à effet de serre. Vous savez, en moyenne en France, un Français est à entre 10 et 12 tonnes, selon les calculs. 10 et 12 tonnes d'émissions de CO2 par an. Par foyer. Je ne peux pas dire pour... Par foyer. Par an, oui, par personne. Par personne, d'accord. Par personne, oui, par personne. En Guadeloupe, parce que ça a été calculé, on est sur 16,42 tonnes. Vous voyez, vous avez vu, en France, on est à 10 tonnes en moyenne. En Guadeloupe, donc c'est à peu près la même chose pour la Martinique, on est à 16 tonnes. Je pense que c'est à peu près la même chose pour la Martinique. Je vais vous dire pourquoi après. Mais vous savez à combien il faudrait être pour ne consommer qu'une planète, que les ressources que nous offre notre planète par an. C'est-à-dire pour rester dans les accords de Paris, donc je vais vous préciser tout à l'heure ce que sont les accords de Paris, il faudrait être à 2 tonnes. 2 tonnes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on passe de 12 tonnes
à 2 tonnes. Ça fait une sacrée marche, hein? Ah bah il y a 10 tonnes là qui sont absolument... Ah, oui, oui. Exactement. Donc tout ça, pour le faire, c'est possible. Par contre, c'est possible. Parce que non seulement, il y a des peuples qui sont quand même en dessous de 2 tonnes, il y a le Bhoutan, par exemple, qui est carbone négative. Et donc c'est possible. Ce sont des choses possibles. Mais c'est tout un rapport avec la production, tout un rapport avec la croissance, tout un rapport avec l'économie, tout un rapport avec la consommation qui doit effectivement différer. Et tout un rapport politique, parce que là, on n'est plus dans le temps politique immédiat. On est dans un temps où nos politiques doivent réfléchir sur un terme qui est très long, très très long, parce que ce qu'on fait là, le CO2 que l'on met dans l'air, vous savez, actuellement, on est sur une concentration, je vais vous donner un terme un peu barbare, on est sur une concentration de CO2 dans l'atmosphère de 414 ppm, parties par million. 414 parties par million, c'est comme ça qu'on mesure en fait le CO2 qu'il y a dans notre atmosphère. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a observé pour la dernière fois au Pilocène, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années. D'accord ? Et vous savez, quand on envoie ce CO2 dans l'air, il a une durée de vie très longue. Dans 100 ans, il en restera encore 40%. Un peu plus, une petite moitié. Et dans 10 000 ans, il en restera encore 10%. Donc on est sur quelque chose où si on n'agit pas tout de suite, non seulement nous, de toute façon, on est sûr de connaître des effets du dérèglement climatique, mais quel bon on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants? Ça, c'est vraiment à réfléchir. Mais les conséquences, elles sont déjà pour nous. Elles ne sont pas. Il ne faut pas se dire, oh ben c'est eux qui vont gérer ça. Non, 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 pas du tout. C'est nous qui devons gérer ça, et c'est maintenant que nous devons le gérer. Alors c'est vrai que l'émission touche déjà à sa fin, Madame L'Heureux, ça va très très vite. Il y a des appels aussi au standard. Je voudrais prendre très très vite, les différents appels. On va prendre celui-là. Bonjour, allô, allô, qui est là? Allô? Allô, allô? Ah, Allô? Allô, oui, c'est qui? Oui. Bonjour, Oui. le prénom c'est? C'est Philo. Philo, Oui. bienvenue Merci. Philo sur la première. Oui. Très vite, Oui, si vous avez... vite. Bonjour madame. Je prends juste un exemple encore, l'utilisation par la population des composteurs. Pour vivre cette expérience, je vois la différence de déchets que je mets dans la poubelle verte. Et puis, je voulais juste dire à madame également, je suis désolée, mais je serai directe, lorsqu'elle a parlé des transports, etc., des politiques, je dirais simplement que compter sur les politiques, c'est comme si c'était de la science-fiction. Parce qu'il faut pas rêver non plus, parce que ces gens-là ont plus d'intérêt à l'économie qu'à la santé de la population. Il faut voir ça sur le transport, mais il faut voir ça sur la vente de véhicules, la vente d'essence. Il y a tout ça. Donc, il faut voir ça aussi. Il ne faut pas qu'on compte sur ces politiques-là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà ma conclusion. Merci Philo. Merci. Bon week-end. Portez-vous bien et restez prudente. Oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut effectivement se poser. Je suis vraiment... Je peux réagir? Oui, très vite, Madame L'Heureux. Avec tout ce qu'elle dit. Et je vais vous dire un chiffre qui, moi, me donne la pêche. C'est le point de bascule social. Il faut que entre 3 et 10% de la population soit sensibilisée et veuille changer, veuille faire bouger les choses et entrer dans un autre paradigme, une autre manière de penser pour que les choses changent. Et moi, c'est ce qui me motive sur la sensibilisation et dans les ateliers fresques du climat et autres, ainsi que tous les animateurs qui sont en Martinique, c'est vraiment tout ce qui nous motive. C'est aller vers ce changement, vers cette prise de conscience pour entraîner ce point de bascule. C'est pas 90%, c'est pas 70%, c'est entre 3 et 10%, et elle l'a bien dit, de nous, citoyens. Les prochaines animations fresques du climat, Martine, se font quand en Martinique? Alors, nous avons un atelier qui se fait de manière régulière maintenant sur le Robert, sur la salle de Kaléidoscope, donc à la pépinière de la Semère.
Nous organisons également un événement sur la COP, pour la COP, puisque la COP arrive. Donc cet événement sera certainement le 5 novembre. Et nous publions aussi très régulièrement notre atelier sur le site de la Fresque du Climat. Nous en avons aussi le mercredi 20 à l'écolieu du Saint-Esprit. Et puis voilà, donc partout où nous invite, on va. Nous intervenons aussi dans les écoles et nous espérons bien un jour faire une rentrée climat dans l'université de Martinique. Voilà qui est dit. Et donc vous allez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Prenons l'air. J'ai mis tous les liens d'ailleurs concernant la fresque du climat. Donc vous pouvez aller sur ce site et vous avez, je suppose, tous les rendez-vous à venir dont on vient de vous parler pour la fresque du climat que vous animez, Martine L'Heureux, et votre équipe d'ailleurs que je tenais à saluer et vous remercier également de cette invitation. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire et on aura l'occasion de refaire une émission d'ici la fin de l'année ensemble parce qu'on a essayé de schématiser, mais en une heure, ça passe très très vite, en tout cas, concernant le réchauffement de la planète. Le mot de la fin en 30 secondes, Madame L'Heureux. Il faut qu'on agisse tous ensemble, qu'on prenne conscience tous ensemble et qu'on prenne conscience qu'en Martinique, nous pouvons agir et nous avons le devoir d'agir. Voilà qui est dit. Un numéro de téléphone peut-être qu'on peut laisser pour nos auditeurs s'ils souhaitent. Oui, bien sûr. Donc le 06 96 71 03 03. Ah bah vous allez tomber donc sur Martine L'Heureux. Voilà. Exactement. qui est quelqu'un de formidable. Merci beaucoup